Merci beaucoup de cette invitation. Merci à tous ceux qui ont cru utile de faire le déplacement. Je voudrais dire juste une chose, parce que c'est un problème qui ne cesse de m'empastrouiller. Hein. Vous savez, ces histoires d'identité disciplinaire. Hein. Vous avez économiste, sociologue, philosophe, et puis après, plombier, zingueur, montreur d'ours. Et on les connaît, hein, ceux qui se propagent dans le débat public avec, vous voyez, un portefeuille d'identité comme ça. J'ai des noms en tête. Et très honnêtement, c'est un triste destin de me retrouver assimilé à ces pitres. Alors, donc pour mettre un peu les choses au clair, alors il y a les identités administratives et puis il y a les identités réelles. Alors on peut commencer par les identités administratives parce que ça c'est le plus simple. Alors les identités administratives, c'est sous quelle rubrique je suis enregistré dans l'institution académique à laquelle j'appartiens, en l'occurrence le CNRS. Voilà, d'abord j'ai été enregistré comme économiste parce que j'ai fait une thèse d'économie, etc. Et puis mon programme de recherche n'a pas cessé de dériver. Je rencontre Spinoza à un coin de rue, donc forcément ça n'arrange pas mes bidons avec les économistes, etc. Et de proche en proche, eux commencent à avoir de plus en plus le désir de me foutre dehors, et moi celui de les quitter. Donc normalement il y a un arrangement amiable qui peut être facilement trouvé, et je suis accueilli chez les philosophes parce que, non pas que je sois philosophe, mais il y a de plus en plus de philosophie dans mon travail. Alors c'est là qu'on en arrive au problème des identités réelles. Hein. Être philosophe, si vous voulez, c'est un truc, d'abord là aussi, hein, sur le marché des étiquettes démonétisées, les revendications d'être philosophe volent bas. Or, c'est quand même une sacrée affaire hein, de se déclarer philosophe, je trouve. Alors, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet ? Je ne sais même pas si j'oserais dire que je travaille dans la philosophie. Hein. Vous voyez, je travaille avec la philosophie et pour essayer de bricoler un truc dont l'identité est sui generis, qui est une espèce d'hybridation entre philosophie et sciences sociales. Alors je ne sais pas s'il faut dire que c'est une science sociale philosophique ou si c'est une philosophie investie dans les objets du monde social, plus que ne l'est la philosophie traditionnellement, mais enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc à la fin des fins, pour un éditeur, il faut mettre quelque chose sur la 4e de couverture, donc il met philosophe, mais voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Enfin, je suis le premier à vouloir le prendre avec des pincettes. Alors, ça c'est la première chose. Après, il faut que je vous fasse part de 2 embarras. Bon, alors le premier, je ne sais pas si c'est le moins grave ou le plus grave. Alors, normalement, ça devrait être le moins grave, mais il se peut que ce soit le plus grave. J'en sais rien. Hein. C'est que, usuellement, quand un type qui a écrit un livre intervient dans une librairie, à la fin, il fait des dédicaces, il signe ses livres. Bon, et moi, j'aime pas du tout ça. Voilà. Je voudrais vous le dire à l'avance, hein, pour éviter une espèce de ruée de la déception. Vous voyez, ça donc un flux et puis un reflux dégoûté. Bon, parce que je sais en même temps que c'est toujours très difficile hein, de dire ça aux gens. Bon, d'ailleurs, je vous donne le mode d'emploi. Quand je me fais serrer dans un coin et qu'on me met un livre sous le nez, je le signe forcément parce que sinon ça serait d'une impolitesse rare. Mais en principe, voilà, alors j'aime pas ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est quand même une... si vous voulez, c'est une pratique de l'égotisme autoral, et les auteurs sont déjà assez égotiques comme ça, ils n'ont pas besoin de ça en plus. Puis ça, et la deuxième, qui est la plus réelle, c'est que il faut du temps pour faire une dédicace. Ou alors, si vous voulez, vous écrivez la même chose à tout le monde. Bon, moi, ma hantise, c'est que 2 se retrouvent à la sortie, et qu'est-ce qui t'a écrit, toi? Oh, bah, moi aussi, la même. Donc, bon, vous voyez, et moi, j'ai l'esprit d'escalier, puis il faut connaître un peu les gens pour leur mettre quelque chose, etc. Et puis, alors, s'il y a la file indienne, on est sous pression, enfin, donc, c'est pas des bonnes conditions. Dernier embarras, là j'arrive dans le sérieux. Hein. Ça n'est pas très facile de présenter ce livre dans une librairie ou disons hors des milieux universitaires bien répertoriés, comme un séminaire ou un colloque ou un truc comme ça, parce que c'est un livre qui a été écrit sans concession ou sans précaution ou sans attention particulière pour le public. Je veux dire sans effort de se rendre clair. C'est un travail de recherche
Vous voyez, alors, dans un travail de recherche, on pousse les chevaux autant qu'on peut, et même jusqu'à se mettre soi-même un peu en déséquilibre, etc. Donc on mobilise toutes ces ressources théoriques, langagières, etc. Bon, je sais qu'au naturel, je suis, me dit-on répétitivement, donc il faut bien que je finisse par en tenir compte, hein, je suis pas très, je passe pas pour être très clair à l'écrit. Donc, si vous voulez, quand le gars pas doué en plus, délibérément fait pas d'effort, vous voyez ce que ça, vous voyez, non mais c'est vrai, hein, vous voyez ce que ça peut donner. Donc c'est un ouvrage dont l'accès est sans doute difficile, et la présentation aussi, hein, par la même occasion. Alors, ben, écoutez, on verra bien ce que ça donne, hein, de toute manière. Si je m'en berlificote moi-même, ça sera bien fait pour moi. Je vais pas parler très longtemps en réalité, parce que le but de la manœuvre, bon, je crois que Julia a quelques questions pour amorcer la pompe à questions, et puis après, de toute façon, je suppose qu'il y en a qui viendront spontanément, donc c'est comme ça qu'on filera une discussion. Mais je voulais vous dire au moins deux mots sur l'économie intentionnelle de cet ouvrage. Alors il a un filigrane, hein, mais comme toujours, enfin, le filigrane est le filigrane, c'est-à-dire il est distant, c'est pas le principe actif, je veux dire, il est distant, hein, ça fait partie des intentions. Et le filigrane, c'est, disons les choses clairement, c'est cette question de l'euro. Alors, vous voyez, c'est un livre qui parle pas du tout de choses concrètes, en fait, ou très peu. Alors, on peut considérer, d'un certain point de vue, qu'il ne parle que de choses très concrètes. C'est plutôt ça qu'il faudrait que je dise. Mais de choses moins immédiatement concrètes que nos débats politiques, etc. Donc, alors, pourquoi l'euro est un filigrane à ce livre? Parce que depuis des années maintenant, la mondialisation et puis l'euro ou l'Union européenne, dont vous avez compris évidemment que c'est tout sauf, ouvrez les guillemets, le bouclier contre la mondialisation, fermez les guillemets, mais au contraire la réalisation régionale de la mondialisation, donc avec tous ces effets d'entraînement, même d'amplification, enfin tout ce qu'on veut. Cette question-là a eu immanquablement pour effet de faire résurgence à des catégories comme nation, État-nation, souveraineté, etc., qui ont le don d'électriser et même d'hystériser le débat public et le débat intellectuel, qui se trouve dans un fort mauvais état. Hein. C'est une vraie catastrophe. Donc c'est une espèce de cloaque de confusion, de confusion conceptuelle, où les gens utilisent des mots dont ils ne connaissent pas le sens, dont ils ne font surtout pas l'effort de creuser le sens, et ce cloaque conduit à une polarisation antagonique de laquelle il est extrêmement difficile de sortir. Donc entre d'un côté les délires essentialistes identitaires, et de l'autre une espèce de dénégation du fait national ou du fait stato-national, sous couleur d'un internationalisme dont je prétends qu'il est mal pensé en réalité. D'ailleurs, s'il était bien pensé, il ne se donnerait pas cette dénomination-là, hein, c'est le premier point. Puisque internationaliste veut dire ce qui se passe entre les nations, n'est-ce pas? Donc il y a des nations. Bon. Alors, en gros, voilà, on se retrouve dans cet état désastreux du débat public où, pour faire simple, parce qu'il faudrait presque donner des noms, on a d'un côté Finkielkraut et de l'autre, alors je sais pas, j'ose moins donner des noms, mais il y en aurait hein, quand même, il y en aurait. Et moi, tout mon effort, évidemment, c'est d'essayer de ne pas prendre position directement dans ces débats et de m'en extraire en reconstruisant complètement les termes. Voilà. Pour essayer de desserrer les mâchoires de cet étau qui est absolument infernal. Si bien que l'une des intentions de cet ouvrage, peut-être la plus importante, hein, c'était de sortir de cette antinomie mortelle dans laquelle on n'a plus le choix que de penser le fait national dans les coordonnées substantialistes identitaires dont on connaît parfaitement les désastreuses conséquences politiques, soit refusant la première option de verser dans la dénégation de ce qu'il y a à penser
et de se rendre immédiatement à des postures de dépassement. Voilà. Alors moi je crois que tout ça doit partir d'un constat positif. Alors positif pas au sens de la valorisation, hein. C'est pas positif dont le contraire est négatif, c'est positif par opposition à normatif. Le constat de ce qui est, le constat que l'humanité n'existe pas ni à l'état du genre humain unifié, ni à l'état d'une poussière d'atomes répartis à la surface de la Terre. L'humanité s'est fragmentée en ensembles finis distincts, et c'est ça qu'il faut penser. Alors vous voyez bien, on peut dire cela, c'est formuler une proposition d'un certain niveau de généralité, qui ne préjuge ni de la nature du contour qui sépare ces ensembles finis distincts, c'est-à-dire des critères sous lesquels s'opère cette fragmentation, et Dieu sait que ces critères peuvent être très nombreux et très inégalement désirables, et ceci ne préjuge pas non plus de l'historicité des contours en question et de leur variabilité dans le temps long, si bien que les contours présents, qui d'ailleurs sont des productions tout à fait récentes de l'histoire, hein, évidemment, ça c'est le premier moyen de contrer la mythologie éternitaire de la nation. Vous voyez, nos ancêtres les Gaulois, etc., etc. Non, la nation française est une création historique récente. Et comme toutes les créations historiques, elle passera. Et il y aura quelque chose derrière. Alors un quelque chose qui est toujours très difficile à penser, hein, de la même manière que les partisans du Saint-Empire romain germanique étaient rendus fous furieux par l'idée que ce qui était le contour de l'époque allait être dépassé et remplacé par autre chose qui allait être les contours nationaux présents. Voilà. Bon. Donc, premièrement, cette problématique laisse ouverte et donc indéterminée la question du critère qui préside au contour et de la variabilité de leur découpage concret. Ça, c'est le premier point. Voilà, donc ce que je voulais, c'est réussir à penser la formation de ces ensembles finis distincts qui fragmentent le genre humain, mais sans tomber évidemment dans la pente théorique des communautés substantielles, et donc de l'essentialisme identitaire. Et pour ça, il me fallait les concepts adéquats. Et le concept adéquat, je l'ai trouvé chez Spinoza, qui est la philosophie, la référence philosophique qui infuse tout ce travail. Et ce concept adéquat, c'est celui de corps. Alors, là aussi, on pourrait m'opposer que, en général, la mobilisation de la catégorie de corps dans le discours politique sent bon ou plutôt mauvais son organicisme substantialiste. Bon, et là encore, c'est la grande, si vous voulez, c'est la grande valeur ajoutée intellectuelle de la philosophie de Spinoza, c'est qu'elle nous offre une toute autre conception de ce que c'est qu'un corps. Une conception non pas substantielle, une conception structurale. Alors, je reviendrai là-dessus, le cas échéant, dans la discussion tout à l'heure. Et avec à la clé la possibilité de poser la question spinoziste entre toutes. Qu'est-ce que peut un corps? Alors, vous savez que c'est Deleuze qui a extrait cette question du Scoli de la proposition 2 de la partie 3 de l'éthique, où Spinoza dit, à peu de choses près, « Nul ne sait ce que peut un corps ». Alors évidemment, quand on lit ça, on le comprend spontanément dans les termes du corps humain, du corps individuel humain. Bon. Alors toute la force de la philosophie de Spinoza en cette matière, c'est de nous proposer une théorie générale des corps, dont les corps humains ne sont qu'une occurrence particulière. Et en quelque sorte, désanthropomorphiser notre conception des corps. Vous voyez, en général, quand on veut penser les corps collectifs, ceux qui arrivent à vaincre les censures qui pèsent sur cette question, sont conduits à penser les corps sociaux, les corps politiques ou les corps collectifs comme des espèces d'homothéties du corps humain, voilà, comme un grand corps, à l'image du frontispice du Léviathan. Vous avez un très grand corps rempli de tout petits corps. Voilà, le corps du Léviathan, c'est comme un grand corps humain. Puis alors il y a le cerveau qui est l'organe de gouvernement, et puis il y a les bras et jambes qui sont les manants qui exécutent, etc., etc. Bon, évidemment, c'est une impasse théorique totale, hein, et désastreuse même. Voilà. Donc Spinoza nous permet de penser les corps indépendamment de ce genre d'erreurs conceptuelles et en posant la question de savoir ce que peut un corps. Car on sait bien que les corps ne peuvent pas tous les mêmes choses, et les corps politiques non plus. Et les corps politiques font varier leurs arrangements internes de telle sorte que corrélativement varient leur degré de puissance. Alors là, il faudra donner des exemples. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire que la puissance du corps politique a baissé?
Bon, j'en donne quelques-uns dans le livre à titre d'illustration. Un corps politique qui, en 2007, se donne Sarkozy pour président, ou Hollande en 2012, hein, c'est exactement la même chose, alors sous tout rapport d'ailleurs, c'est un corps qui peut peu, vous voyez, c'est un corps qui peut pas grand-chose, c'est un corps relativement impuissant. Bon, le corps politique a été plus puissant que ça dans le passé. Il était intolérant à l'envahissement publicitaire. Donc il y avait quelque chose, il y avait une espèce de réaction de puissance qui lui faisait condamner ça, etc., etc. Donc c'est le genre de questions qu'on peut poser à partir de cette théorie des corps politiques. Deuxième intention, je m'aperçois que je parle beaucoup plus longtemps que prévu. Hein. Deuxième intention, alors qui est là dans le droit fil de la catégorie d'imperium, et qui s'articule immédiatement à la précédente, hein, en vérité. La deuxième intention, c'est de penser ce qui fait faire consistance aux ensembles humains. Qu'est-ce qui fait que des humains regroupés, ça fait un corps politique? Alors la question n'a rien d'évident, hein. Et en l'occurrence, elle nous amène à redécouvrir un principe qui est constitutif de ce qu'on pourrait appeler le point de vue sociologique, alors au sens d'Émile Durkheim, hein, et de Marcel Mauss. Et ce point de vue sociologique tient dans l'idée que eh bien, il y a plus, c'est une idée extrêmement classique, mais qu'il faut prendre au sérieux et pousser jusque dans ses dernières conséquences. Il y a plus dans le tout que dans la somme des parties. C'est-à-dire qu'un ensemble humain ne fait corps que s'il est davantage qu'une collection, que s'il est davantage qu'un éparpillement juxtaposé. Donc les humains en réunion, c'est ça le truc, hein, produisent eux-mêmes le principe de leur propre consistance collective, car ceci se produit endogènement, c'est pas l'effet d'un vouloir, même d'un vouloir collectif. Et cette production de leur principe de consistance est par le fait même la production d'un excédent, c'est-à-dire que les individus humains rassemblés font corps sans savoir qu'ils le font, ou plutôt sans savoir comment ils le font, et par quelque chose qui dépasse leurs intentions, leur libre volonté, leur conscience réfléchissante, etc., etc. C'est ça l'idée du social. C'est ça l'idée du point de vue sociologique, et c'est cela que capture le concept d'imperium. Alors, il se trouve que il y a pas très longtemps, pas tout à fait une semaine, j'étais invité par Guillaume Erner au matin de France Culture, et il avait donné au titre de l'émission « Il faut défendre le social ». Et c'était un titre tout à fait catastrophique, mais délibérément, parce que Guillaume Erner est sociologue, il connaît très bien l'histoire de la pensée sociologique, etc., il savait tout à fait ce qu'il faisait. Et c'était un très bon titre par là même. Il était catastrophique, donc c'était peut-être le meilleur possible, parce qu'il permettait précisément, par déjouement du contresens et du malentendu spontané, de mieux poser ce qu'est en profondeur, ce que c'est conceptuellement et essentiellement que le social, au sens où je l'entends dans ce livre. Et dernier point, alors c'est là aussi il faudra y revenir, la production de ce social, donc qui est, je l'ai dit tout à l'heure, la production d'un excédent, d'un supplément, de quelque chose qui échappe, très important, hein, qui échappe, nous livre, nous donne accès à quelque chose avec quoi j'aurais presque pu donner le titre de l'ouvrage, qui est une théorie des golems. Voilà, les hommes collectivement engendrent des choses qui leur échappent, qui sont des puissances collectives venues d'eux et d'eux seuls, parce qu'il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas Dieu dans les nuages, il y a le monde des hommes et rien d'autre. Donc c'est eux qui produisent ça, mais qui produisent des choses qui vont en quelque sorte s'autonomiser, vivre de leur vie propre, et imposer leur logique sociale à leur propre créateur, c'est-à-dire nous. Nous sommes dominés par nos créations, et c'est bien ça, hein, le sens du golem. Alors vous voyez dans tout ça, la question qui se pose in fine, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la perspective de l'émancipation dans l'ensemble de ces coordonnées. Et c'est ça aussi, pour finir, la dernière intention du livre. Bon, je m'arrête et... Question toute simple. D'abord, est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce que c'est vraiment l'imperium pour Spinoza? Ah oui, alors d'abord, parce que là, ça c'est une... Pardon. Je sens que c'est quelque chose que j'aurais à répéter inlassablement. Il faut commencer par dire ce que ça n'est pas. Alors l'imperium, c'est surtout pas l'empire, c'est pas l'impérial, c'est même pas l'impérieux. Vous voyez qu'on pourrait, une volonté impérieuse, puis alors qu'on associerait trop vite à la souveraineté, au sens où on la comprend usuellement, etc. C'est pas du tout ça, hein, l'imperium.
L'imperium, alors il faut, à la limite, il n'y a rien d'autre à faire que de repartir de l'énoncé. L'imperium, dit Spinoza, c'est ce droit que définit la puissance de la multitude. Bon, alors, l'énoncé est simple en apparence. En réalité, il est plein de choses trappes. C'est ça, d'ailleurs, ceux d'entre vous qui ont à l'idée de lire le traité politique, je les mets en garde. C'est une lecture facile, donc c'est une lecture trompeuse. Moi, j'ai le souvenir d'avoir, si vous voulez, sortant de l'éthique où j'avais été totalement déboussolé à la première lecture, où j'avais quasiment rien compris, je lis le traité politique et je me dis « Ah là, enfin, je comprends ». Malheur, je n'avais rien compris. J'avais juste l'impression d'avoir compris. Et c'est presque pire. Hein, parce qu'on ne sait pas qu'on n'a pas compris. Donc c'est la pire des incompréhensions. Alors, ce droit que définit la puissance de la multitude. Alors, première chose trappe, le droit. Alors, le droit, chez Spinoza, c'est pas du tout un concept juridique. Hein. C'est pas l'ensemble des droits qui sont inscrits dans la loi, etc. Chez Spinoza, le concept de droit est entièrement anthropologisé, ou onto-anthropologisé. Le droit, c'est de la puissance. Voilà. Et ça n'est pas autre chose. C'est l'équivalent, dans la philosophie politique de Spinoza, de ce qu'est le conatus dans son éthique. Le droit, c'est de la puissance. Et puis la multitude. Là aussi, là on comprend spontanément, c'est tous les gens, quoi. Alors, je ne vais peut-être pas m'emplafonner toutes les difficultés majeures d'un coup, mais éventuellement on y reviendra tout à l'heure parce que là aussi il y a tout un tas de contresens autour de la multitude qu'on comprend spontanément comme un concept empirique sociologique, ce qu'elle n'est absolument pas. Donc il faudra indiquer qu'est-ce que c'est que le statut conceptuel de la multitude. Alors pour l'instant je vais rester dans une espèce de flou artistique, et quitte à ce qu'il y ait des bouts de malentendus qui traînent, ça aidera quand même à avancer. Alors, l'imperium, ce droit que définit la puissance de la multitude. Qu'est-ce que veut dire par là Spinoza? Il veut dire que, comme toute chose, si on peut parler ainsi, la multitude a une essence qui est sa puissance, et cette puissance nécessairement s'exerce. C'est-à-dire que les hommes, c'est ça, la multitude qui est impliquée dans l'énoncé spinoziste, finalement, n'a pas d'autre référent que le collectif générique. C'est un peu difficile à comprendre. C'est l'idée que le collectif est le réservoir ultime de la puissance dans le monde humain. Et que tout ce qui arrive dans le monde des hommes est le fait des hommes, collectivement. Donc c'est l'idée que la multitude s'auto-affecte. Tout ce qui se passe dans la société vient de la société. Je veux dire, toutes nos valeurs, toutes nos croyances, etc., c'est nous qui les fabriquons dans la plus grande opacité à nous-mêmes. Hein. Vous n'avez pas la moindre idée de pourquoi le noir est la couleur du deuil, mais vous respectez la chose. Et vous n'avez pas la moindre idée non plus de pourquoi au Japon c'est le blanc. Bon, vous voyez, donc ça serait ça un exemple de ce que j'appelle l'auto-affection de la multitude. Bon, c'est la multitude qui a travaillé pour élire le noir comme la couleur du deuil plutôt que le rose à pois vert. Ce qui aurait pu être possible après tout. Hein. Alors là, le grand penseur de l'arbitraire des productions du social, c'est Pascal, qui n'arrête pas de dire des choses extraordinaires, parfois très drôles, hein, là-dessus. Voilà. Donc, c'est la multitude qui crée elle-même tout ce qui la tient, toutes ses fabrications, etc. Et le principe de cette autoproduction, c'est ça qu'on appelle l'imperium, ce droit que définit la puissance de la multitude. Voilà. Donc, d'une certaine manière, imperium, c'est l'autre nom conceptuel de ce que j'ai appelé tout à l'heure le point de vue sociologique, le social. Durkheim, qui est un sociologue de formation philosophique, pour cette raison simple qu'à l'époque où Durkheim existait, il crée la sociologie, donc par définition la sociologie n'existait pas dans l'université. Hein. Bon. Durkheim, qui est philosophe de formation, je fais une parenthèse hein, là, tiens. Ce qui est extraordinaire quand vous revisitez l'histoire de la pensée, c'est de voir à quel point tous les plus grands penseurs en sciences sociales sont des philosophes de formation. À mon avis, il y aurait quelque chose à creuser, et que les sciences sociales qui professent assez souvent soit un mépris, soit une détestation ou une aversion pour la philosophie devraient méditer davantage. Donc, fin de la parenthèse. Hein. Durkheim était un grand connaisseur de Spinoza. Alors, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, toute son entreprise intellectuelle visait précisément à cerner ça, le principe du social. Alors, il a une expression qui est extrêmement parlante, hein, qui est d'une force suggestive formidable, mais dont il n'a pas le concept. Il parle de la puissance morale de la société. La puissance morale de la société, comme son nom l'indique, hein, c'est le résultat de cette production collective
immaîtrisée d'ailleurs par les producteurs individuels, mais qui a pour effet que les valeurs sont créées par nous, mais néanmoins s'imposent à nous. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas les changer. Ça ne veut pas dire non plus qu'elles s'imposent de manière unanimitaire. Vous voyez, il faut à chaque fois faire ces précisions qui sont très importantes. Hein. Il ne faut pas se représenter l'auto-affection de la multitude, l'impérium ou le social comme des forces totalitaires qui écraseraient absolument tout le monde. Je vais vous donner un cas comment dirais-je, un cas de fait social qui tombe notoirement sous la catégorie d'impérium. C'est la monnaie. Bon. La monnaie, voilà, est un champ d'application manifeste de la chose. Qu'est-ce qui fait que la monnaie, qu'est-ce qui fait que vous utilisez la monnaie, que vous êtes convaincu d'utiliser la monnaie? Ah ben c'est que la monnaie est acceptée, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que vous l'acceptez? Ben, vous vous dites, moi je l'accepte parce que les autres l'acceptent. Mais je vous signale que les autres font exactement le même raisonnement, en vous prenant pour objet. Donc vous voyez, là, si on essaye de reconstituer le fait monétaire, c'est-à-dire le fait de l'acceptation du signe monétaire comme équivalent général, par le biais des décisions rationnelles individuelles, on n'y arrive jamais. Parce que ça nous entraîne vers des régressions à l'infini qui excèdent les capacités de raisonnement de tout le monde et qui de toute façon ne convergent pas. Bon, qu'est-ce qui fait que la monnaie est acceptée? C'est que la monnaie fait socialement autorité. Alors pourquoi? Par l'effet d'un certain travail des institutions, de leur solennité propre, du fait que jadis on écrivait, c'est un truc très intéressant. Hein. Là, alors, la lecture des billets de banque est un exercice très intéressant. Hein. C'est parce que, évidemment, ça regorge de symboliques qui disent l'autorité sociale de la monnaie. Alors ça regorge de symbolique ou pas. Comme vous le savez, si vous lisez des euros où il n'y a rien à lire. C'est ça l'ennui. Hein. Donc c'est une monnaie terriblement carencée hein, du point de vue symbolique. Bon. Alors, c'est une parenthèse, mais donc, sur les billets, il y avait écrit l'article du code pénal qui vous condamnait à peu de choses près à avoir la tête tranchée si vous faisiez du faux albin. Bon. À 30 ans de travaux forcés, ben oui, forcément, la civilisation fait des progrès. Alors, ouais. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi est-ce qu'on soumet à une peine qui est quasiment la peine maximale? Un truc qui quand même est pas... vous voyez, ça va quoi, je veux dire, imprimer 2-3 bifetons dans une cave, on peut se détendre. Bon, alors, mais qu'est-ce qui fait que... c'est une atteinte directe à l'ordre social lui-même. C'est-à-dire, comme l'avait vu Simmel en son temps, alors le théoricien par excellence de tout ça, c'est André Orléans. Hein. C'est l'ordre social tout entier qui est présent et qui se joue dans le fait monétaire. C'est pas du tout un fait d'interaction, hein, c'est pas un fait interindividuel. C'est vraiment la manifestation du social par excellence. Et pour autant, ça n'est ni un fait unanimitaire, ni un fait immuable. Ah, c'est pas un fait unanimitaire parce que y a toujours de la fragmentation monétaire. Il y a toujours des petites séditions monétaires, des gens qui veulent pas utiliser le signe monétaire officiel ou qui essayent de faire autre chose, alors dans leur coin, alors dans une certaine mesure seulement. Vous savez bien, il y a les CEL, par exemple, les systèmes d'échange locaux, c'est bien une tentative de se soustraire à l'ordre monétaire officiel. Bon, alors, la fragmentation monétaire est aussi un signe du délitement de son ordre. Hein. Ça peut atteindre des niveaux extrêmement spectaculaires. C'est pas très bon signe hein, en général. Quand prolifèrent les monnaies parallèles, c'est qu'on est dans un régime de dislocation sociale qui est pas facile à vivre pour les pratiques économiques. Donc, il y a toujours des dissidents de la monnaie officielle. Et puis les monnaies, ça change. Je veux dire, on en change. Hein. On passe de l'ancien franc au nouveau franc, du nouveau franc à l'euro. On est passé en 23 du Reichsmark au Rentenmark, etc. La monnaie brésilienne a changé je ne sais pas combien de fois de nom dans les années 80. Enfin, il y a des rejets de la monnaie extrêmement violents qui obligent à des refondations qui sont des épisodes historiques tout à fait intéressants. Donc voilà, il y a tout ça. Voilà. Bon, et ben typiquement c'est l'imperium qui travaille là-dedans. La monnaie est investie typiquement par ce que Durkheim appelle la force morale de la société. Et de cette force morale de la société, c'est la catégorie d'imperium, comprise comme ce droit que définit la puissance de la multitude, qui va lui donner son réel concept, son concept élaboré. Alors, voilà, ça c'est si vous voulez, c'est à ça que ça sert, par exemple. Ça sert à penser à ça, le concept d'imperium. Ça sert à penser le principe de consistance des collectivités, qu'elles soient monétaires,
ou politique, ou de valeurs, ou autre chose encore. Je vous ai dit tout à l'heure que formuler le problème au niveau de généralité de l'énoncé suivant. Ce qu'il s'agit de penser, c'est la fragmentation de l'humanité en ensembles finis distincts, ne préjugeait pas de la nature des critères sous lesquels se perd cette fragmentation. J'ai parlé de critères, je ne sais pas si j'en ai parlé d'ailleurs, mais je peux le faire maintenant en tout cas. Vous pouvez fractionner le genre humain selon des contours très différents en genre. Hein. Vous pouvez le fractionner sous un critère religieux. C'était le Saint-Empire romain germanique, par exemple. Vous pouvez le fractionner sous des critères ethniques. C'est ce que ça donne. Vous pouvez le fractionner sous les critères de l'identité nationale. Alors, qui est un truc, c'est flou hein, comme concept, parce que ça peut recouvrir des acceptions très différentes, mais dont certaines sont un peu craignos quand même. Vous pouvez le fractionner sous des critères de citoyenneté politique, c'est-à-dire par la position de principe constitutif d'une forme de vie. Alors on se rapproche de ce que vous dites. Vous pouvez le fractionner sous des critères de classe. Alors c'était ça, hein, la grande ambition du marxisme, c'était de substituer à la fragmentation par le critère national, qui était en plein essor à ce moment-là, de lui substituer la fragmentation par un critère de classe qui en réalité était pensé comme travaillant à son autodissolution. Puisque les prolétaires sont la classe universelle, c'est pas une classe particulière hein, dans l'esprit de Marx, c'est la classe universelle ou c'est la non-classe en devenir, c'est-à-dire la classe véhicule d'un état de la société qui abolira précisément le conflit de classe. Bon. Alors, malheureusement, il y a eu une erreur de pensée qui a été monumentale, et les marxistes s'en sont aperçus en 1914, puisqu'il leur semblait aberrant a priori que les prolétaires s'engagent dans une guerre, dans une boucherie nationaliste chauvine, mais ce qui était aberrant sur le papier est passé à la réalité, malheureusement. Donc quelque chose avait été oublié en cours de route, et pour moi, en tout cas, tant qu'on raisonne dans les termes de la positivité, l'énoncé qui est répété, alors je devrais presque dire psalmodié, hein, les prolétaires n'ont pas de patrie, cet énoncé, hélas, est tragiquement faux, quoi. Quoi qu'on en pense par ailleurs, les prolétaires ont des patries, et il y a plein de choses qui continuent de l'attester. Alors, est-ce que le dépassement du clivage national pour un clivage de classe est possible? Alors, ça dépend de ce qu'on entend par nation. Si par nation, on entend génériquement l'espace sur lequel l'imperium opère sa totalisation, alors la question n'a pas de sens. Vous pourriez dire, bah voilà, on va avoir un espace sur lequel, par exemple, considérons l'Europe. Alors voilà, expérience de pensée sous hallucinogène. L'Europe se réalise comme Europe des travailleurs, ou Europe des prolétaires. Alors, je le dis ça comme ça, mais en même temps, vous voyez toute la difficulté du réemploi contemporain de la catégorie de prolétaires. Bon, mais peu importe. Faisons comme si. L'Europe se réorganise par dissolution de toutes les frontières nationales, et c'est l'Europe des prolétaires. Ben oui, mais ceci est encore une nation. Je veux dire, vu du point de vue de l'extérieur, des États-Unis, dont on va supposer dans cette expérience de pensée qu'ils seront restés ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas exactement les États-Unis d'Amérique des prolétaires, l'Europe des prolétaires, de l'autre côté, c'est une nation. Bon. Et d'ailleurs, la nation européenne prolétaire aurait probablement à entrer dans des rapports assez conflictuels avec son extérieur qui, lui, serait resté régi par les logiques capitalistes, à l'image tout simplement de ce qui s'est passé, par exemple, quand l'URSS s'est constituée, qui n'était notoirement pas une nation des prolétaires par ailleurs, mais c'est une autre question. Voilà. Alors maintenant, est-ce que l'opposition au néolibéralisme pourrait constituer la matière d'un affect commun ? Et écoutez, j'aurais été bien empastrouillé pour répondre à cette question il y a quelque temps encore, mais finalement il y a un cas historique qui vient à mon secours. C'est le cas écossais.
Alors, je veux dire, c'est une opposition au néolibéralisme qui est extrêmement tempérée, hein, je vous l'accorde. Et dans le séparatisme écossais, il y a tout ce qu'il faut de kilt et de cornemuse. Je vous l'accorde aussi. Non, c'est rien, c'est du savoir qui vous est tombé dessus. Ah, oh, mince, alors par contre, ça c'est plus grave. Là, si je vous assomme au sens littéral du terme. Voilà, donc il y a, dans le séparatisme écossais, il y a les kilts et la cornemuse, mais il n'y a pas que ça. Et pour le coup, c'est pour ça que c'est un cas de séparatisme intéressant, parce que c'est un cas, en purifiant la situation évidemment, hein, c'est un cas de séparatisme qu'on pourrait vraiment qualifier de politique. Ce qui ferait probablement une différence avec le séparatisme catalan actuel, au sujet duquel je ne suis pas très renseigné, mais ça serait mon intuition. L'un des thèmes de la campagne référendaire de l'automne dernier en Écosse, c'était nous sommes inclus dans un ensemble qui s'appelle le Royaume-Uni, dans lequel nous nous sentons constamment minoritaires, parce qu'en Écosse, très majoritairement, nous avons une préférence pour la gauche politique au sens usuel et pas très tranchant du terme, mais quand même, on a à cœur de lutter contre les inégalités, on voudrait un État-providence mieux financé, on voudrait des services publics, etc. Et avec les Anglais, les Gallois, etc., on est obligé de se taper soit des conservateurs, soit du Labour de droite. Voilà. Et on en a marre. Donc, c'est bien, il y a bien, encore une fois, un tout folklore mis à part, il y a bien ça. Il y a bien quelque chose comme un affect commun politique qui se définit par opposition à ce que les Écossais vivent, et puis aussi positivement par rapport à ce qu'ils voudraient, et qui a été l'un des ressorts assez puissants du séparatisme, de ce séparatisme-là. Donc, ma foi, je vois pas pourquoi on s'interdirait de penser une chose pareille. Je veux redire en guise d'introduction ce que j'ai dit tout à l'heure. Imperium est en quelque sorte, enfin, parmi les multiples manières dont le concept d'imperium peut être défini, il y a celle qui dit que c'est le principe de c'est un principe de totalisation. C'est quelque chose qui totalise une communauté sur un ressort fini, distinct des autres. Donc l'humanité n'est pas une espèce de soupe sans bord, de petits collectifs qui entrent en contact, qui se défont, qui se réassemblent. Vous voyez, une espèce de soupe primitive où régnerait la scissiparité, les réactions fissiles, etc. Non, il y a de la cohérence par ensemble totalisé. Mais le point absolument décisif que je veux redire 2 ou 3 fois s'il le faut, c'est que ce sont des totalisations non totalitaires. Alors, pour 2 raisons. La première, c'est que, celle que j'ai indiquée tout à l'heure, d'abord, il n'y a pas de totalisation, les totalisations unanimitaires, ça n'existe pas. Toute totalisation sous le principe de l'imperium connaît ses dissidents. Le langage, la monnaie, les valeurs, l'appartenance, toujours. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et là, c'est l'avantage de penser les groupes sous l'espèce du concept spinoziste de corps, et de mode fini. Alors chez Spinoza, un mode fini, c'est mode est le nom réservé aux choses, aux étangs, en général. Hein. Donc un mode fini, c'est un électron, un vieux pneu, vous, individuellement, ou même peut-être, d'ailleurs, il faudrait voir, on fait peut-être corps au sens de Spinoza, là, très ponctuellement, puis ça se défera après. Mais vous savez, les corps se défont toujours, hein, je veux dire, ashes to ashes, hein, comme dit l'autre. Bon, donc notre corps collectif mourra là d'ici 1 heure, et c'est bon, c'est le destin de toute chose. Alors, le grand avantage de l'ontologie des modes finis chez Spinoza, c'est précisément d'insister sur le fait que les modes finis sont finis et que par conséquent, ils ne vivent que dans l'interaction. Et puis, c'est même pas qu'ils existent d'abord et puis qu'ils nouent des relations après. Hein. C'est que la vie de tout mode fini, et en tout cas pour le mode fini humain, est simplement inconcevable et impossible hors de la relation à d'autres modes finis. Alors qu'est-ce que c'est les autres modes finis avec lesquels le mode fini humain doit impérativement entrer en relation pour persévérer dans son être? D'abord, sous la forme la plus basale, il y a les nutriments. Je veux dire, manger, hein, c'est s'incorporer des modes finis.
Des particules de bœuf bourguignon, ou de ce que vous voulez, que vous incorporez à vos propres rapports, hein, comme dit Deleuze. Donc c'est voilà, ça c'est et puis l'oxygène de l'air que vous respirez. Donc, ça c'est des relations, c'est très concret, hein, je vais vous dire, c'est vraiment très concret. Mais évidemment, on sait bien que ce qui fait la nature fondamentalement relationnelle de l'existence du mode fini humain, c'est que c'est avec des semblables qui doit entrer en relation. D'abord ses parents, puis des amis, puis etc., etc. Bon, voilà. Donc, cette existence fondamentalement relationnelle du mode fini, elle vaut pour le mode fini humain comme pour tout autre mode, comme tout autre corps, composé par exemple d'un collectif d'individus humains, tout aussi bien. Je veux dire, tous les modes finis, celui que nous constituons, ou celui d'une communauté totalisée sous le principe de l'imperium, doit rentrer en relation avec d'autres modes finis. Et c'est de cette interaction que possiblement le mode fini constitué par un corps collectif va tirer ses empuissantisations, ses suppléments de puissance, etc., etc. Donc ça, c'est un point c'est un point vraiment très important. Alors ici, un lecteur attentif de Spinoza pourrait m'opposer quelque chose. Spinoza parle dans le traité théologico-politique de l'État hébreu qu'il décrit précisément comme un État extraordinairement fermé, d'où tout contact avec l'extérieur a été coupé. Le seul mode de relation de l'État hébreu avec l'extérieur, c'est celui de la haine religieuse. Bon. Ce qui montre bien aussi qu'il faut voir ce qui est commun dans la théorie générale des corps, au corps humain et au corps collectif, au corps politique, et il faut voir ce qui diffère. Donc, autant, mais pour des raisons qui sont liées à la structuration même du corps, enfin de ses corps respectifs, autant le corps humain, lui, a constitutivement besoin d'être en relation, autant peut-être l'énoncé vaut moins pour les corps politiques. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas avantage à ces entrées en relation, évidemment pourvu qu'elles ne soient pas sur le mode agonistique, guerrier, etc., etc. Une autre manière de répondre à votre question, qui a été très fortement soulignée par Alexandre Matron, qui est l'un des grands artisans, si vous voulez, de l'extraction de la théorie des corps collectifs de la philosophie de Spinoza, c'est de dire que l'une des parties d'un corps collectif peut aussi concomitamment appartenir à un autre corps collectif. Donc c'est encore une manière de parler de totalisation non totalitaire. L'appartenance à un corps collectif ne voue pas celui qui appartient à être entièrement gouverné par les réquisites du corps collectif auquel il appartient. Votre appartenance peut être démultipliée entre différents corps collectifs. Alors ça, on sait ça très bien. Par exemple, vous pouvez appartenir nationalement et appartenir religieusement. Et le corps religieux auquel vous appartenez, supposons que vous soyez membre de l'Église catholique, par exemple, ce corps religieux existe sous des contours qui sont absolument transverses à ceux des corps politiques nationaux. Donc vous pouvez appartenir à deux corps collectifs de gens différents. Mais vous pouvez très bien également concevoir d'appartenir à deux corps collectifs de même genre. Ça s'appelle avoir deux passeports. Alors, il n'est pas dit que la chose soit systématiquement possible ou facile, mais en tout cas, il n'est certainement pas dit le contraire. Bon, des gens qui ont la binationalité, on connaît ça très bien. Je veux dire, et la plupart du temps, ça ne pose rigoureusement aucun problème. Donc, vous voyez, ça aussi, ces appartenances multiples à des corps collectifs, diversifiés en genre ou non, c'est l'une des illustrations typiques de ce principe de porosité qui régit la vie des collectifs. Ah, il y avait la question du pouvoir aussi. Alors oui, la question du pouvoir, là encore, il faut rendre hommage à Alexandre Matron, qui est l'un des premiers à avoir souligné cette différence conceptuelle fondamentale pour la pensée politique entre pouvoir et puissance. Ce qui est originaire, c'est la puissance de la multitude. Et cette puissance s'exerce et la multitude s'auto-affecte. Alors dans une expérience de pensée qui n'a aucun contenu de réalité en fait, on pourrait imaginer que cette multitude s'auto-affecte, pour ainsi dire, alors pas pour ainsi dire, qu'elle s'auto-affecte immédiatement, sans intermédiaire. Mais le problème, c'est que ces circulations de puissance de la multitude, en quoi consistent ces auto-affections, sont des tentations irrésistibles pour tous les entrepreneurs politiques
qui évidemment n'ont rien d'autre chose à l'idée que de venir capter cette puissance collective pour l'ajouter à leur puissance individuelle. Vous savez bien que ce qui fait la capacité d'un homme politique à produire des effets dans le monde social ne peut pas être rapporté à sa seule puissance individuelle. Par exemple, supposez alors jadis Ben Bernanke et maintenant Janet Yellen, présidente de la Réserve fédérale américaine, dit un krach boursier est imminent. Ça met un sacré foiridon dans les marchés financiers, hein, une chose pareille. Hein. Et si c'est moi qui dis à égalité de, vous voyez, à égalité d'analyse et de diagnostic, hein, avec les mêmes arguments, les mêmes données, si c'est moi qui dis un krach boursier est imminent, il ne se passe rien. Attendez, Wall Street va bien, il y a tout qui va bien. Bon. Et la différence est que Janet Yellen parle investie de toute la puissance de l'institution, qui n'est pas autre chose que la puissance de la multitude captée et cristallisée par cette institution d'une certaine manière. Donc, ce qui fait la grandeur des grands hommes, voilà, cette histoire d'Imperium aussi, c'est le point de départ d'une reformulation de la théorie des grands hommes. Hein. Première étape, les grands hommes sont grands parce qu'ils sont grands. Vous comprenez ? Napoléon est un grand homme parce que c'est un grand homme. Ah, bon, très bien. Alors bon, c'est une théorie, disons, moyennement puissante, même un peu faible. Bon, alors la deuxième étape, c'est de dire non, la grandeur du grand homme ne lui appartient pas. C'est qu'il capte une grandeur d'une autre nature, qui n'est pas autre chose que la puissance de la multitude, déposée dans des agencements institutionnels, dont il occupe les places adéquates. Si vous vous situez dans la place de la structure sociale du capitalisme nommée Réserve fédérale des États-Unis, si vous êtes dans ce fauteuil-là, et reconnu comme tel, alors vous devenez quelqu'un de très puissant, dont le moindre mot peut mettre la planète sans dessus-dessous. Et si vous êtes un couillon lambda, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça sera la même chose que souffler dans un violon. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, résumons-nous, la formule d'Alexandre Matron, c'est ne pas confondre potentia, puissance, et potestas, pouvoir, et Matron dit, mais en parlant du pouvoir proprement politique, le pouvoir des dirigeants n'est pas autre chose que la puissance confisquée de leur propre sujet. Et c'est ça qui fait en quelque sorte le caractère esthétique, vu de très loin, hein, de notre condition de sujet de l'État. C'est que nous nous asservissons à nos propres frais de puissance. Oui, l'État n'est pas une chose extérieure à nous. C'est ça aussi qui fait, bien sûr, qui fait toute la difficulté de la problématique du dépérissement de l'État. On va en parler peut-être tout à l'heure si on vient sur les thématiques de l'émancipation. Si l'État était une puissance externe, extérieure à nous, bon, on la combattrait, on la mettrait dehors, etc. et ça serait fini. Le problème, c'est que l'État, c'est nous. Voilà. Alors, mais nous, sous une forme qui nous est proprement méconnaissable. Bon, alors, je vais le faire parce que de toute façon, je ne peux jamais m'empêcher de le faire. Mais celui qui a magnifiquement compris cette chose, avant même Spinoza, c'est la Boétie. Hein. La Boétie et Spinoza, c'est vraiment... c'est les deux philosophies politiques de l'immanence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une philosophie politique de l'immanence? C'est une philosophie qui vous dit que tout ce qui advient dans l'ordre du politique vient toujours du bas en dernière analyse. Et donc ce sont les hommes qui produisent eux-mêmes leur cage de fer, mais sans le savoir. Alors voilà ce que dit la Boétie. Il dit celui qui vous maîtrise tant n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, n'a qu'un corps. Problématique la boétienne typique. Il est seul, c'est vrai, il y a quand même un sacré mystère. Il est tout seul, on est extrêmement nombreux. On pourrait lui foutre sur la gueule en un rien de temps, et on serait débarrassé du tyran. Mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche. La Boétie ajoute, d'où a-t-il pris tant d'yeux dont il vous épie si vous ne les lui baillez? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il s'ils ne sont des vôtres? Comment a-t-il aucun pouvoir sur vous que par vous? Donc c'est la puissance de la multitude qui s'exerce dans un régime aliéné qui conduit à ce fait social qu'on appelle le pouvoir, et les pouvoirs en général, hein, le pouvoir monétaire, le pouvoir des valeurs, le pouvoir politique au tout premier chef. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pouvoir des hommes de pouvoir est toujours d'emprunt, et que c'est nous qui leur prêtons, en dernière analyse.